je vais essayer d'oublier personne parce que vous êtes quand même très nombreux. Monsieur le sénateur, cher Eric, Madame la conseillère régionale, cher Frédéric, Monsieur le conseiller départemental, cher Jean-Luc, Monsieur le Président, cher Pierre, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, et enfin, c'est surtout aussi pour vous que nous sommes là, chers amis Tirocaises et Tiroçais. 30 mois. Donc il aura fallu 30 mois depuis notre élection avec mes co-listiers du groupe Ensemble pour Tyros, afin que l'on se retrouve enfin dans notre salle de cinéma pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. 30 mois, quasiment la moitié du mandat. Alors vous voudrez bien m'excuser par avance, mais je risque d'être un peu long. À la moitié de mon discours, à peu près, il y aura un petit film rétrospectif, on éteindra les lumières, donc si vous en avez assez, vous en priez, attendez au moins d'être dans l'obscurité, que je ne vois pas quitter la salle, parce que... Tout d'abord, en tant que maire, je suis très honoré de me retrouver face à vous pour cet exercice, qui est donc le premier pour moi, qui peut sembler peut-être un peu désuet, mais votre présence en nombre témoigne qu'il en est tout autre. Le présentiel, comme on dit aujourd'hui, reste essentiel. Pour vivre ensemble, mais surtout bien vivre ensemble, nous avons besoin de nous voir, pour discuter, débattre, ou simplement vivre des émotions communes, comme une séance de cinéma, ici même, un concert à Pôle Sud, ou encore une corrida dans nos arènes. Une corrida, je suppose que vous avez tous suivi l'actualité récente, il y a des aficionados dans la salle. En 2023, il a failli ne pas y avoir de corrida. Je ne ferai pas le sujet de ces vœux, mais je pense que c'est le symbole de la défense des cultures locales ou de l'attaque, je ne sais pas où on se place, des cultures locales et le reflet du fossé qui se creuse entre une bien-pensance morale, que je qualifierais de métropolitaine, de parisienne, et la ruralité. Or, la France est un pays qui défend les minorités culturelles partout dans le monde, et moi je trouve ces attaques bien mal placées pour un pays qui se veut universaliste. Voilà. Je clôturerai le débat là-dessus, mais ce combat pour la corrida n'était qu'une des prémices si la corrida était tombée avant d'autres attaques futures. Alors pour revenir au sujet, donc je disais que le présentiel était essentiel, donc les différents spectacles pour vivre des émotions communes, ou encore comme aujourd'hui avec cette cérémonie des vœux, qui reste bel et bien un point d'étape important dans la vie de la commune et de ses partenaires. Elle est l'occasion pour moi de vous faire état de nos déjà nombreuses réalisations passées, mais surtout de nous permettre de nous projeter ensemble sur 2023, sur la fin du mandat et plus loin sur le Tyros de demain. Se projeter, voilà ce qui est essentiel pour l'homme. Si nous devons retenir qu'une chose de l'histoire, c'est ce qu'elle nous apprend sur l'homme et sa capacité à se relever. Madame la capitaine, il y a une place pour vous ici. Monsieur le maire d'Orx également. Je reprends. Se projeter. Voilà ce qui est essentiel pour l'homme. Si nous devons retenir qu'une seule chose de l'histoire, c'est ce qu'elle nous apprend sur l'homme et sa capacité à se relever. L'histoire nous montre que les hommes se sont toujours relevés des différentes crises. Ils se sont relevés grâce à l'espoir. L'espoir est ce qui reste aux hommes quand ils n'ont plus rien et il leur permet de traverser un présent insoutenable avant de se relever ensemble, de reconstruire en envisageant des lendemains qui chantent. Nous sortons de la pandémie, nous avions l'espoir d'un monde nouveau, il n'est toujours pas là. Le monde traverse toujours de trop nombreuses crises, et les peuples qui les subissent ont cet espoir en eux qui leur permet de tenir debout, d'avancer, de se projeter. Je pense notamment au peuple iranien et à ces femmes qui lui montrent, au prix du sang, le chemin de la liberté. Les crises se suivent et se chassent dans les éditoriaux
Mais ce n'est pas pour autant qu'elles s'apaisent. N'oublions pas les femmes afghanes qui, depuis le retrait des États-Unis, sont sous le joug des talibans. Je pense aussi au peuple ukrainien en guerre contre l'agresseur russe, pour simplement avoir fait le choix de la démocratie, de la liberté et de l'émancipation de la Russie en se tournant vers l'Europe. Iraniens, Afghans et Ukrainiens sont des exemples. Eux connaissent le prix de la liberté. Cette guerre au cœur de l'Europe nous entraîne avec elle dans une crise économique et énergétique. Elle nous fait prendre conscience qu'une production mondialisée est un château de cartes bien fragile. Le Covid avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Cette guerre, mais aussi la crise climatique, confirme la fragilité du système. Crise climatique qui, au passage, se nourrit de ses productions délocalisées au bilan carbone désastreux. Le monde actuel crée des réfugiés politiques, climatiques, économiques. Nous avons nos responsabilités dans ces crises, ne leur fermons pas nos portes. Les Landes ont toujours été une terre d'accueil, et c'est ce que nous avons encore prouvé en ouvrant nos bras aux réfugiés ukrainiens. Je tiens à saluer, outre les institutionnels, tous les bénévoles associatifs qui se sont mobilisés dès le début de la guerre. On peut citer sur notre territoire de Max la protection civile, la Croix-Rouge, le Secours catholique et le Secours populaire. Merci à eux. Ces crises nous rappellent que nous ne sommes pas les plus à plaindre en France. Démocratie qui respecte les libertés individuelles et pays en paix. Pour autant, ce n'est pas pour cela que nous ne sommes pas à l'abri d'une crise sociale qui résulterait de la crise énergétique et économique, conjuguée à la volonté du gouvernement de réformer notre pacte social. Pacte social gagné de haute lutte durant tout le siècle dernier. En France, l'expression est libre, le peuple peut librement manifester, beaucoup exprimeront ce droit jeudi pour dénoncer la réforme des retraites qui ne bénéficiera qu'à une minorité qui a déjà le luxe de vieillir en bonne santé. Avec l'inflation, la colère monte, les fins de mois sont rudes pour beaucoup. Attention à ce que cette réforme injuste et l'absence de dialogue social ne mettent le feu aux poudres d'une société à cran. Les gouvernements se succèdent, mais le peuple reste et les colères qui couvent ne sont jamais bonnes conseillères à l'heure du vote, qui peut devenir alors extrême. Espérons que l'expression populaire de la rue soit entendue dès jeudi. Pour revenir au fait plus local, les communes ont un rôle important en matière de cohésion sociale. Et c'est ce que nous nous attachons à faire avec mes colistiers depuis 2020. C'est le cœur de notre action quotidienne, faire en sorte que nous vivions bien tous ensemble. Je ne vous ferai pas le bilan exhaustif depuis le début du mandat, mais il me semble important d'en citer les points majeurs. Pour commencer, alors le sujet de campagne, c'était l'usine Belloc Adidas. Alors pour vous rafraîchir les mémoires, nos trois listes opposantes, sous la houlette de messieurs Albano, Fougeray et Dor, affirmaient qu'elle était vendue, puis qu'elle n'était plus vendue, mais en cours d'acquisition par un promoteur, et que nous ne pourrions jamais préempter en vue de l'acquérir. Et enfin, dans la panique générale, à la vue de l'élection qui leur échappait, ont tous terminé par me traiter personnellement de menteur au sein de tracts distribués sur toute la commune et sur les réseaux sociaux. Ils titraient alors « Je laisse Marron Tirocé ». Tracts qui aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer, étaient diffamatoires. En effet, la première décision prise au conseil municipal, en juillet 2020, fut de lancer la préemption de l'usine. Nous en sommes aujourd'hui pleinement propriétaires, et ce dans l'intérêt de la commune et des Tirocés. Le projet d'aménagement a été présenté ici même en réunion publique en octobre dernier. La première tranche de travaux devrait être livrée fin 2025. Il s'agira de la rénovation complète de la structure et de l'aménagement de la Grande Valle, qui remplacera feu notre marché couvert. Donc ce qui veut dire, si nous respectons le calendrier, que les vœux 2026, j'espère tous vous recevoir au sein de l'usine Belloc Adidas. Les autres équipements ensuite suivront, la médiathèque, l'auberge de jeunesse, le pôle associatif et le pôle jeunesse. Au moins sur ce sujet de l'usine Belloc Adidas, les choses sont bien plus claires, tout s'est décanté, et vous n'avez plus à chercher dans quel camp se trouvent les menteurs. Le deuxième projet majeur est le pôle rugby. Dossier enterré par l'équipe sortante de M. Briffaut, rupture de dialogue avec la communauté de communes qui portait le projet. Dès août 2020, nous nous sommes réassis autour de la table avec le président de Max, Pierre Fousteil, et Benoît Daretz, vice-président en charge des affaires sportives. Il n'aura fallu qu'une réunion, une seule petite réunion, pour accorder nos violons
lever les points d'achoppement et 18 mois plus tard, livrer cet investissement de 2,4 millions d'euros, 2 millions d'euros financés par Max et 400 000 euros par la ville. Il manquait pourtant rien, seulement la volonté politique et financière d'œuvrer en commun dans l'intérêt de l'intégration sociale et sportive de notre jeunesse via le rugby. Troisième dossier, le pôle d'échange multimodal. Madame la conseillère régionale vous en dira un petit mot tout à l'heure. Ou, on l'appelle également le PEM, mais pour nous éloigner du jargon technocrate, je dirais tout simplement la rénovation de la gare et son évolution vers une gare routière et ferroviaire. La précédente gestion du dossier était proche de celle du pôle rugby. On pouvait remarquer juste seulement un manque de volonté politique ou tout simplement un manque de vision sur les enjeux des transports alternatifs auto-voiture qui seront des piliers pour nous permettre d'amortir à la fois la crise énergétique mais aussi la crise climatique. La gare, une fois rénovée, se verra enfin dotée d'une passerelle d'accessibilité PMR, personnes à mobilité réduite, qui aura un double objectif. Évidemment, faciliter l'accès pour tous au quai direction Bayonne, mais aussi permettre un cheminement piéton entre le centre-ville et les quartiers sud de Tyros, de la rue de Péchin et de la rue du Tourneur. Le pacte de financement liant la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes, Max et la ville a été voté par tous en 2022. Je tiens au passage à saluer monsieur le président de région, Alain Rousset, pour tout le soutien apporté au dossier. Après-demain, mercredi 18 janvier, le jury de concours d'architecture se réunit pour la première fois et les candidats aptes à concourir seront alors désignés. Après avoir été parqués bien trop longtemps sur une voie de délestage, on peut dire que le projet de pôle d'échange multimodal est enfin sur de bons rails pour une livraison 2025-2026. Un autre dossier trop longtemps en souffrance était celui du collège. La construction des collèges est une compétence départementale. Les communes se devant de fournir le terrain au département. Notre collège, vieux de 70 ans, vétuste et amianté, ne pouvait être rénové sur place. Dès 2014, les démarches ont été entamées et le dialogue a débuté entre le département des Landes et l'ancienne majorité municipale. Face au peu d'intérêt porté alors par l'équipe en place et son incapacité à proposer un terrain adéquat, le département a mis fin aux échanges en 2018. Nous avons entamé le dialogue et trouvé un point de chute au futur collège. Ce sera route de Séanjour, en sortant de Tyros, sur la gauche, donc après la pharmacie, en fond de parcelle, et c'est-à-dire on sera quasiment en face du lycée. Une route reliant la 810 au lycée sera créée, afin de ne pas saturer la voie romaine. Nous terminons ce mois-ci les consultations pour compiler les besoins. La phase de programmation du collège et du gymnase qui le jouxtera sera alors quasiment terminée. Le département aura ensuite toutes les clés en main pour une livraison prévue pour la rentrée de septembre 2026. Sujet tout aussi important pour notre quotidien, la circulation et la voirie. Je sais que vous y êtes tous très attachés et très attentifs. La voirie est la phase 1 de l'avenue de Touraine, mais aussi l'avenue du Clerc, symbolise notre volonté de rénovation et d'amélioration de nos voies, de circulation routière, mais aussi piétonne et cyclable. L'avenue de Touraine est le parfait exemple de ce vers quoi nous devons tendre: désimperméabilisation des stationnements, sécurisation des piétons et des vélos, et enfin un volet paysager important comprenant arbres et arbustes afin de lutter contre les îlots de chaleur. Je reviendrai dans un second temps sur sa phase 2. Pêle-mêle, quelques autres réalisations. L'éco-pâturage et nos moutons du bois de Fontaine, les jardins familiaux qui permettent de conserver le lien à la terre si primordial. Tous deux nous ont grandement aidés, avec l'investissement de nos agents, à obtenir la 3e fleur, mais aussi à être la première ville landaise à obtenir le label Apicité 2 abeilles. Label qui récompense notre engagement envers la protection des pollinisateurs et de la biodiversité. Un autre chantier mené à son terme, et non des moindres, la municipalisation des accueils de loisirs, pour rendre plus efficient notre projet éducatif de territoire. J'en profite pour remercier Christine Gaillon, adjointe en charge de l'éducation, pour tout le travail de concertation accompli afin de réécrire ce projet éducatif de territoire, pour intégrer les valeurs qui sont les nôtres et pour avoir mené à bien cette municipalisation. Elle nous permet de maîtriser totalement notre action éducative et de l'accompagner et de maîtriser l'accompagnement social envers les 0-18 ans et leur famille. Alors, les images sont parfois plus parlantes que de longs discours. Voici donc un petit film qui résumera l'année 2022
Vous le verrez, beaucoup de choses ont été faites. Tout n'est jamais parfait, nous le savons, et avons déjà pointé ce que nous devons améliorer. Mais vous comprendrez bien que pour les vœux, nous avons gardé seulement les réussites. Alors autant ça fait plaisir quand on a la main sur la programmation. En bonne rétrospective 2022, et je conclurai par la suite.
constaté, l'année 2022 a été riche. Alors, dans la première partie, dans mes propos, je me suis attaché à vous présenter l'avancée des dossiers à moyen et long terme. Et là, je vais plus m'attacher précisément sur 2023. Bon, je serai un petit peu plus rapide, ne vous inquiétez pas. Dès la fin du mois, donc de janvier, la place Plaisance, beaucoup trop artificialisée, sera réhabilitée. Désimperméabilisation du stationnement et renaturation des abords en incorporant des îlots de verdure. Nous lançons également la phase 2 de l'avenue de Touraine, à savoir le double giratoire des arènes. Cette évolution va nous permettre, avec son pendant, donc l'aménagement du carrefour rue d'Aspremont, en bas du cimetière, de fluidifier la circulation sur la rue du Bardo, donc l'axe Josse-Bayonne ou Josse-en-Grèce. Donc si on prend l'avenue de Touraine. Ce sont des travaux lourds qui, durant leur durée, impacteront évidemment la circulation et notre quotidien. Je ne doute pas que le téléphone va énormément sonner en mairie, mais croyez-moi, c'est un mal nécessaire qui a trop longtemps été repoussé. Nous lancerons aussi ce début d'année la consultation architecturale pour la réhabilitation de la friche Vélo Casidas. Nous sommes accompagnés par la SATEL en tant que mandataire sur la maîtrise d'œuvre. Nous avons pour ambition de lancer le chantier sur le second semestre 2024. Le temps administratif est parfois long. Entre-temps, il nous faudra valider les plans de l'architecte et lancer les consultations des entreprises. Nous entretenons également nos infrastructures et allons enfouir les réseaux électriques et téléphoniques du quartier des écoles avant de lancer en fin d'année la rénovation de la voirie et des trottoirs. Dès que le quartier des écoles sera rénové, nous basculerons sur le quartier de Marennes et du Born, où la mise en séparatif des réseaux eaux usées, eaux pluviales sont terminées. Tout ça s'est fait en collaboration avec Emma, dont je salue Monsieur le Président. Nous continuons ensuite cette mise en séparatif sur le quartier de Lucatette. Ces travaux de séparation des réseaux est nécessaire afin de préserver notre station d'épuration des abados et éviter les surverses dans le milieu naturel, cause d'épisodes de pollution. Ensuite, je citerai l'éclairage du stade. Le chantier est parti, il sera livré en février-mars. Donc cet éclairage bénéficiera bien évidemment à l'UST Rugby, mais aussi à notre club d'athlétisme et aux coureurs sur route qui s'y entraînent et font du fractionné. Tout le monde aura des conditions d'entraînement idéales. La phase 1 de la rénovation du stade et des tribunes sera également lancée à l'intersaison. Ensuite, nous allons faire des travaux de pérennité sur le trinquet. Rien n'a été fait depuis 30 ans. Et enfin, un projet innovant. Nous allons travailler avec une association citoyenne locale à installer des centrales photovoltaïques sur nos toitures de bâtiments publics afin de créer des boucles d'autoconsommation locale. Il y a peu de projets encore en France. La loi est en train d'évoluer, il y a eu des avancées la semaine dernière. Ça va nous permettre d'autoconsommer, donc de maîtriser notre prix de l'énergie, mais ensuite, le surplus de production que l'on ne pourra pas consommer, nous pourrons le vendre à des citoyens, à des administrés ou à des petits commerces qui pourront bénéficier de prix d'achat d'électricité à un prix de défiance toute concurrence à une énergie verte et produite localement. Il y a une dizaine de projets qui sont lancés en France en ce moment, et j'espère que l'on sera le 11e. Donc voilà donc pour 2023. Enfin, devant vous, je tiens à remercier en premier lieu mes colistiers pour leur dynamisme et tout l'investissement qu'ils mettent jour après jour pour que ce qui n'était en 2019 qu'un programme de campagne devienne aujourd'hui notre quotidien. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Ensemble, nous faisons tous de la politique pour faire naître des utopies. Ici, localement pour notre ville, mais aussi à Max, pour notre territoire avec lequel nous sommes tous en lien. Alors, si nous maîtrisions notre projet communal, nous l'avons construit pour et avec les Tirossais, il n'en était rien pour le projet intercommunal. Et je tiens à saluer aujourd'hui la qualité des débats et du travail accompli avec l'ensemble des maires et des élus de nos communes voisines et amis, avec qui nous constituons Max, pour un avenir nécessairement commun et interdépendant. Les débats sont parfois âpres. Je crois que les maires ici présents, ou Monsieur le Président, ne pourra pas dire le contraire. On a parfois, les Tirossais aussi, un sale caractère. Je crois que ça se savait avant et ça se confirme en atelier ou lors de nos échanges. Mais je peux vous garantir que l'intérêt du territoire reste une priorité pour nous tous.
Alors ne vous inquiétez pas, avec les délégués communautaires tirocés du groupe majoritaire, nous ne mettons nullement les intérêts de la ville au sein du projet communautaire, et je puis vous assurer que quand on est accompagné de Pierre Lafitte, le meilleur d'entre nous, Stéphanie Mourado-Gareil, Emmanuel Bressou et Régis Dubus, on a quelques arguments de poids pour faire pencher les arbitrages en notre faveur. Une nouvelle fois, Monsieur le Président pourra le confirmer. Enfin, je remercie et félicite également l'ensemble de nos agents, de nos services municipaux et intercommunaux, qui sont chargés de mettre en musique notre volonté politique. Nous les sollicitons énormément afin de lutter contre l'inertie inhérente à l'action publique, et sans leur implication, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je les remercie également pour leur patience, et croyez-moi, il en faut quand on a affaire à des élus qui sont, eux, exigeants, parfois têtus et toujours impatients. Pour conclure, si ce n'est qu'au bout de 2 ans et demi que nous nous retrouvons pour ces vœux, vous le savez tous, c'est dû à la crise sanitaire et au Covid. J'aurais donc une pensée toute particulière pour nos agents du CCAS et de l'EHPAD et pour leur directrice, Madame Delphine Pétraud. Ensemble, ils ont tous durement œuvré pour assurer la continuité de services nécessaires, préserver la santé de nos résidents, mais aussi maintenir le lien primordial avec leur famille. La lutte contre cette pandémie continue et le CCAS répond tous les jours présents. C'est ici que le service public prend tout son sens, que nos EHPAD, ou plus communément maisons de retraite 100% publiques dans les Landes, prennent tout leur sens. Le pendant intercommunal de ces services municipaux, c'est le service d'aide à domicile au sein du Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS de Max. En tant que vice-président à l'action sociale, c'est Pierre Lafitte qui le pilote, sous l'égide du président Pierre Froustein. Ce service, malgré les difficultés de recrutement, a tenu le choc, même en pleine pandémie, pour assurer le maintien à domicile de nos aînés. Nous pouvons également saluer l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent au sein du CIAS. Afin de rendre le métier plus attractif et pour reconnaître les difficultés de ces postes d'aide à la personne, le département des Landes et Max ont fait le choix de revaloriser de 200 € les salaires de nos agents. C'est un choix politique fort, un engagement financier important que je tenais à rappeler tant l'accompagnement du grand âge par des services de qualité est une question de plus en plus d'actualité. C'est au travers de ces 2 services publics, EHPAD et aide à domicile, mais aussi de la revalorisation des carrières de nos agents, que nous retrouvons une partie de l'ADN des Landes, de Max et de Tyros, d'action sociale envers les plus fragiles, ici nos aînés. J'en viens à la fin. Alors je pense que ce début de mandat démontre combien nous nous attachons à construire la ville de demain, le Tyros de demain et notre territoire de demain. Il devra mêler l'action sociale sans pour autant l'opposer à la lutte contre le dérèglement climatique ou la préservation de la biodiversité. Le virage de la transition écologique est nécessaire, mais pour qu'il soit accepté par le plus grand nombre, l'écologie ne devra plus être ressentie comme punitive. La radicalité entraîne trop de défiance et reste improductive en matière environnementale. Demain pour exister, ne devra plus opposer la fin du monde à la fin du mois. Alors samedi, pour les vœux de Max, le président nous a souhaité des vœux d'optimisme. Je le rejoins et ce soir, je vous souhaite à tous, chers amis, des vœux d'utopie afin que de l'espoir émerge le monde de demain. Un monde fait de liberté, d'égalité et ne l'oublions jamais de fraternité. Belle année 2023 à vous tous.